Entretien sur la pluralité des mondes, Bernard Le Bouillet de Fontenelle, 1686. Troisième soir. Particularité du monde de la Lune que les autres planètes sont habitées aussi. Partie 2. Lecture avec explication. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer, je vous rappelle que mes vidéos, elles sont là juste pour vous aider à comprendre et que ça remplace pas un cours. Je vous retiens pas plus longtemps, on commence maintenant. Le changement de spectacle est plus surprenant de nos imaginations, répliquai-je, car ce ne sont que les mêmes objets qu'on voit si différemment. Du moins, dans la Lune, on peut voir d'autres objets ou ne pas voir quelques-uns de ceux qu'on voit ici. Peut-être ne connaissent-ils point en ce pays-là l'aurore ni les crépuscules. L'air qui nous environne et qui est élevé au-dessus de nous reçoit des rayons qui ne pourraient pas tomber sur la Terre, et parce qu'il est fort grossier, il en arrête une partie et nous les renvoie quoiqu'ils ne nous fussent pas naturellement destinés. Ainsi, l'aurore et les crépuscules sont une grâce que la nature nous fait. C'est une lumière que régulièrement nous ne devrions point avoir, et qu'elle nous donne par-dessus ce qui nous est dû. Mais dans la Lune, où apparemment l'air est plus pur, il pourrait bien n'être pas si propre à renvoyer en bas les rayons qu'il reçoit avant que le soleil se lève ou après qu'il ait couché. Les pauvres habitants n'ont donc point cette lumière de faveur qui, en se fortifiant peu à peu, les préparerait agréablement à l'arrivée du soleil, ou qui, en s'affaiblissant comme de nuance en nuance, les accoutumerait à sa perte. Ils sont dans des ténèbres profondes, et tout d'un coup il semble qu'on tire un rideau, voilà leurs yeux frappés de tout l'éclat qui est dans le soleil. Ils sont dans une lumière vive et éclatante, et tout d'un coup les voilà tomber dans des ténèbres profondes. Le jour et la nuit ne sont point liés par un milieu qui tienne de l'un et de l'autre. L'arc-en-ciel est encore une chose qui manque aux gens de la Lune. Car si l'aurore est un effet de la grossièreté de l'air et des vapeurs, l'arc-en-ciel se forme dans les pluies qui tombent en certaines circonstances, et nous devons les plus belles choses du monde à celles qui le sont le moins. Puisqu'il n'y a autour de la Lune ni vapeur assez grossière, ni nuages pluvieux, adieu l'arc-en-ciel avec l'aurore, et à quoi ressembleront les belles de ce pays-là? Quelle source de comparaison perdue! Là, on est toujours dans les bavardages entre la marquise et le philosophe. Et précédemment, la marquise avait fait remarquer au philosophe que l'air qui change la perception et la vue qu'on a des couleurs agit comme un peu notre propre perception des choses qui fait qu'on voit les situations d'une manière différente selon notre personnalité. Et là, le philosophe, il lui répond que oui, effectivement, sauf que, en fait, notre perception, c'est plus fort parce qu'on voit exactement la même chose. Alors que d'une planète à l'autre, d'un air à l'autre, on va voir les choses différemment et peut-être même qu'il y a certaines choses qu'on ne voit pas. Par exemple, peut-être qu'il ne voit pas les levées et les couchers de soleil comme nous on les voit. Et là, il va expliquer les levées et les couchers de soleil, donc on va passer de nouveau dans un registre plus scientifique. Et donc le philosophe nous dit que c'est à cause de l'air qu'on voit toutes les couleurs quand le soleil se lève et se couche. Et il dit bien qu'en fait c'est l'air qui nous renvoie de la lumière qui ne nous était pas destinée au moment où on voit apparaître des couleurs dans le ciel avant que le soleil soit levé ou après qu'il soit couché. Alors que sur la Lune, où l'air est différent, plus pur apparemment selon lui, eh bien il se pourrait que ce phénomène ne se produise pas. D'ailleurs, il nous dit qu'apparemment, il n'y a pas de transition de lumière. Donc c'est vraiment le jour ou la nuit, et il n'y a pas d'entre-deux, ça change d'un coup. Là, vous voyez qu'il n'y aurait pas d'arc-en-ciel non plus. Et donc, il nous explique un peu le fonctionnement de l'arc-en-ciel qui, entre autres, se forme dans la pluie. Et puisqu'il n'y a pas de nuages sur la Lune, on a vu ça précédemment, il n'y a pas de pluie. Et s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'arc-en-ciel. Et il finit par se demander à quoi ressemblent les belles choses sur la Lune, puisque il n'y a pas d'arc-en-ciel, il n'y a pas de lever de soleil, pas de coucher de soleil, donc des belles choses en fait. Il se demande qui pourrait être leur équivalent sur la Lune. Je n'aurais pas grand regret à ces comparaisons-là, dit la marquise. Et je trouve qu'on est assez bien récompensé dans la Lune de n'avoir ni aurore ni arc-en-ciel. Car on ne doit avoir par la même raison ni foudre ni tonnerre, puisque ce sont aussi des choses qui se forment dans les nuages. On a de beaux jours toujours sereins pendant lesquels on ne perd point le soleil de vue. On n'a point de nuit où toutes les étoiles ne se montrent. On ne connaît ni les orages, ni les tempêtes, ni tout ce qui paraît être un effet de la colère du ciel. Trouvez-vous qu'on soit tant à plaindre ? Vous me faites voir la lune comme un séjour enchanté, répondis-je. Cependant, je ne sais s'il est si délicieux d'avoir toujours sur la tête, pendant des jours qui en valent 15 des nôtres, un soleil ardent dont aucun nuage ne modère la chaleur.
Peut-être aussi est-ce à cause de cela que la nature a creusé dans la Lune des espèces de puits qui sont assez grands pour être aperçus par nos lunettes. Car ce ne sont point des vallées qui soient entre des montagnes. Ce sont des creux que l'on voit au milieu de certains lieux plats et en très grand nombre. Que sait-on si les habitants de la Lune, incommodés par l'ardeur perpétuelle du Soleil, ne se réfugient point dans ces grands puits? Ils n'habitent peut-être point ailleurs. C'est là qu'ils bâtissent leur ville. Nous voyons ici que la Rome souterraine est plus grande que la Rome qui est sur Terre. Il ne faudrait qu'ôter celle-ci, le reste serait une ville à la manière de la Lune. Tout un peuple est dans un puits, et d'un puits à l'autre, il y a des chemins souterrains pour la communication des peuples. Vous vous moquez de cette vision, j'y consens de tout mon cœur. Cependant, à vous parler très sérieusement, vous pourriez vous tromper plutôt que moi. Vous croyez que les gens de la Lune doivent habiter sur la surface de leur planète parce que nous habitons sur la surface de la nôtre. C'est tout le contraire, puisque nous habitons la surface de notre planète, ils pourraient bien n'habiter pas sur la surface de la leur. D'ici là, il faut que toutes choses soient bien différentes. Et là, la marquise répond qu'en fait, ça ne la dérange pas de ne plus avoir les levées et les couchers de soleil, ni les arcs-en-ciel, si au passage, ça la débarrasse aussi des intempéries comme la foudre ou le tonnerre, puisque ça se forme aussi dans les nuages. Et puisqu'il n'y a plus de nuages, alors il y a toujours de beaux jours ensoleillés, et que la nuit, on voit toujours les étoiles, et que, enfin, tout ce qui est de l'orage, des tempêtes et toutes les intempéries n'existe pas non plus sur la Lune, puisqu'il n'y a pas de nuages. Là, dans sa réponse, le philosophe comprend le positif que voit la marquise, et il en profite pour donner l'information que sur la Lune, un jour est l'équivalent de 15 sur Terre, ce qui veut dire 15 jours de jour, 15 jours de nuit, au lieu de 24 heures de jour, 24 heures de nuit, avec des transitions comme on a chez nous. Du coup, avec le soleil, ça peut être compliqué de n'avoir absolument rien qui nous protège de la chaleur pendant 15 jours consécutifs. D'ailleurs, le philosophe émet la possibilité que ce soit à cause de ça que la nature ait creusé des cratères, pour pouvoir se protéger du soleil. Et il émet la possibilité que les habitants de la Lune aillent se réfugier là-bas pendant les 15 jours de soleil et de chaleur. Peut-être même d'ailleurs qu'ils vivent dans les cratères. Et là, vous voyez qu'il compare avec Rome, qui apparemment serait plus grande, en tout cas à l'époque, sous terre qu'en surface, grâce à tout un réseau de galeries qui se trouvent en dessous de la surface de la Terre, en dessous de Rome. Et il s'imagine que peut-être que les habitants de la Lune ont également tout un système de galeries souterraines qui leur permet de vivre en dessous de la surface de la Lune pour se protéger justement des 15 jours de soleil. Et là, le philosophe continue de parler, et dans ce qu'il dit, vous pouvez voir que apparemment la marquise se moque, même si elle n'intervient pas dans le texte. Et en fait, il explique qu'elle se moque parce qu'elle ne les imagine pas vivre différemment du fait qu'elle vit à la surface de la Terre, parce que les humains vivent à la surface de la Terre. Mais qu'en fait, c'est pas forcément le cas des habitants de la Lune. Et de nouveau, il insiste sur à quel point tout peut être différent de la Lune à la Terre. Il n'importe, dit la marquise. Je ne puis me résoudre à laisser vivre les habitants de la Lune dans une obscurité perpétuelle. Vous y auriez encore plus de peine, repris-je, si vous saviez qu'un grand philosophe de l'Antiquité a fait de la Lune le séjour des âmes qui ont mérité ici d'être bienheureuses. Toute leur félicité consiste en ce qu'elles y entendent l'harmonie que les corps célestes font par leurs mouvements. Mais comme il prétend que quand la Lune tombe dans l'ombre de la Terre, elles ne peuvent plus entendre cette harmonie, alors, dit-il, ces âmes crient comme des désespérés, et la Lune se hâte le plus qu'elle peut de les tirer d'un endroit si fâcheux. Nous devrions donc, répliqua-t-elle, voir arriver ici les bienheureux de la Lune, car apparemment on nous les envoie aussi. Et dans ces deux planètes, on croit avoir assez pourvu à la félicité des âmes de les avoir transportées dans un autre monde. Sérieusement, repris-je, ce ne serait pas un plaisir médiocre de voir plusieurs mondes différents. Ce voyage me réjouit quelquefois beaucoup à ne le faire qu'en imagination, et que serait-ce si on le faisait en effet? Cela vaudrait bien mieux que d'aller ici au Japon, c'est-à-dire de ramper avec beaucoup de peine d'un point de la Terre sur un autre pour ne voir que des hommes. Eh bien, dit-elle, faisons le voyage des planètes comme nous pourrons, qui nous en empêche. Allons nous placer dans tous ces différents points de vue, et de là considérons l'univers. N'avons-nous plus rien à voir dans la Lune? Et là, vous voyez que la marquise refuse quand même l'idée que les habitants de la Lune vivent sous terre, principalement parce que ça lui déplaît, que les habitants de la Lune vivent sous terre dans le noir. Et là, il lui dit clairement qu'elle risque d'être encore plus contrariée en sachant ce qu'un grand philosophe de l'Antiquité a fait de la Lune,
Et il lui dit que ce philosophe a décidé d'en faire un genre de paradis, puisque les âmes qui l'ont mérité y vont. Les âmes qui ont mérité d'être bien heureuses, attention. Et donc apparemment, le bonheur là-bas, c'est d'entendre le bruit et l'harmonie que les corps célestes, donc planètes et tout ce qui bouge dans le ciel, font en se déplaçant. Donc on est de retour sur des croyances. Et donc toujours selon ce philosophe, lorsque les âmes se retrouvent dans l'obscurité, elles n'entendent plus l'harmonie des corps célestes, etc. Et donc, elles hurlent désespérément, et c'est pour ça que la lune bouge pour les sortir de cette situation. Et là, la marquise fait un petit peu d'humour en disant que puisque la Terre et la Lune sont pareilles, du coup, la Terre devrait être le paradis de la Lune et accueillir les âmes qui ont mérité d'être heureuses sur la Lune, sur Terre. Et elle fait aussi remarquer que des deux côtés, on pense que le simple fait de changer de planète suffit finalement au bonheur des âmes qui l'ont mérité. Et là, le philosophe exprime à quel point il trouverait ça plaisant, en fait, de pouvoir voyager d'une planète à une autre, et que souvent, il l'imagine. Et il dit qu'il préférerait ça à découvrir le monde. Et là, la marquise, dans sa réponse, lui dit, on n'a qu'à le faire par imagination. Allez, voyageons de planète en planète, et regardons l'univers depuis là. Elle demande au passage s'il n'y a plus rien à voir sur la Lune, et là, le philosophe lui dit que non, ce monde n'est pas encore épuisé. Et cette petite conversation lui permet d'arriver sur le sujet suivant, qui va être plus scientifique tout en maintenant toujours un peu une idée de fiction. Ce monde-là n'est pas encore épuisé, répondis-je. Vous vous souvenez bien que les deux mouvements par lesquels la Lune tourne sur elle-même et autour de nous, étant égaux, l'un rend toujours à nos yeux ce que l'autre leur devrait dérober, et qu'ainsi, elle nous présente toujours la même face. Il n'y a donc que cette moitié-là qui nous voit. Et comme la Lune doit être censée ne tourner point sur son centre à notre égard, cette moitié qui nous voit toujours attachés au même endroit du ciel. Quand elle est dans la nuit, et ces nuits-là valent 15 de nos jours, elle voit d'abord un petit coin de la Terre éclairé, ensuite un plus grand, et presque d'heure en heure, la lumière lui paraît se répandre sur la surface de la Terre jusqu'à ce qu'enfin elle la couvre entière. Au lieu que ces mêmes changements ne nous paraissent arriver sur la Lune que d'une nuit à l'autre parce que nous la perdons longtemps de vue. Je voudrais bien pouvoir deviner les mauvais raisonnements que font les philosophes de ce monde-là sur ce que notre Terre leur paraît immobile lorsque tous les autres corps célestes se lèvent et se couchent sur leur tête en 15 jours. Ils attribuent apparemment cette immobilité à sa grosseur, car elle est 60 fois plus grosse que la Lune, et quand les poètes veulent louer les princes oisifs, je ne doute pas qu'ils ne se servent de l'exemple de ce repos majestueux. Cependant, ce n'est pas un repos parfait. On voit fort sensiblement de dedans la Lune notre Terre tourner sur son centre. Imaginez-vous notre Europe, notre Asie, notre Amérique, qui se présentent à eux l'une après l'autre en petits et différemment figurés, à peu près comme nous les voyons sur les cartes? Que ce spectacle doit paraître nouveau aux voyageurs qui passent de la moitié de la Lune qui ne nous voit jamais à celle qui nous voit toujours. Ah, que l'on s'est bien gardé de croire les relations des premiers qui en ont parlé lorsqu'ils ont été de retour en ce grand pays auquel nous sommes inconnus. Il me vient à l'esprit, dit la marquise, que de ce pays-là, dans l'autre, il se fait des espèces de pèlerinages pour venir nous considérer, et qu'il y a des honneurs et des privilèges pour ceux qui ont vu une fois en leur vie la grosse planète. Du moins, repris-je, ceux qui la voient ont le privilège d'être mieux éclairés pendant leur nuit. L'habitation de l'autre moitié de la Lune doit être beaucoup moins commode à cet égard-là. Mais madame, continuons le voyage que nous avions entrepris de faire de planète en planète, nous avons assez exactement visité la Lune. Là, il revient sur l'histoire de la double rotation de la Lune, qui fait qu'on la voit toujours du même côté. On a déjà vu ça avant. Il explique qu'il n'y a que la moitié qu'on peut voir qui peut voir la Terre. Cette moitié-là, en fait, elle nous voit au même endroit en permanence, à cause aussi de la double rotation. Il explique que pendant les 15 jours de nuit sur la Lune, ils peuvent voir la Terre s'éclairer d'un bout à l'autre à mesure qu'elle est illuminée par le Soleil. Alors que nous, en fait, depuis la Terre, on ne peut pas. On perd complètement la Lune de vue. Et là, il commence à spéculer sur les croyances de la Lune sur la Terre. Donc plus précisément, pourquoi est-ce que la Terre leur semble complètement immobile alors que les autres planètes semblent toutes bouger. Et là, le philosophe dit qu'il s'imagine que c'est probablement à cause de la taille de la Terre, puisqu'elle est 60 fois plus grosse que la Lune, et que certainement que quand les poètes de la Lune veulent louer les princes oisifs, ils s'inspirent du repos majestueux de la Terre.
Quand il parle de repos majestueux, c'est un peu transformer l'inaction en vertu. Et c'est aussi une moquerie vis-à-vis de les courtisans qui vont glorifier des rois, des chefs d'État, alors qu'en fait, ils sont complètement inactifs, au sens qu'ils ne servent à rien, se contentent d'être grands, riches, puissants. Donc là, il continue de donner des informations et il explique que depuis la Lune, ok, on voit toujours la Terre au même endroit, mais par contre, on la voit tourner sur elle-même. Là, on a un petit retour à la rêverie où il s'imagine les continents qui tournent et qui défilent vus depuis la Lune. Ça maintient un peu l'idée de fiction, toujours. Hein. Ils imaginent même que les habitants de la Lune organisent des petits voyages depuis la moitié où on ne peut pas voir la Terre pour justement aller admirer ce spectacle. Et juste ici, dans cette phrase, il se moque de l'Église qui, à l'époque, ne croyait toujours pas ou ne reconnaissait toujours pas que la Terre tourne, en se servant donc des habitants de la Lune et en disant que personne du côté obscur de la Lune n'a voulu croire ceux qui étaient allés voir le spectacle de la Terre qui tourne et qui étaient revenus et qui en avaient parlé. Un peu comme l'Église qui ne veut pas croire, à l'époque, qui ne voulait pas croire que la Terre tournait. Au passage, le philosophe glisse l'information que la Terre illumine un peu la moitié de la Lune qui peut la voir en réfléchissant les rayons du Soleil, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a une moitié qui doit être un peu plus éclairée que l'autre. Et il change le sujet en proposant de reprendre le voyage et d'aller s'arrêter sur Vénus, donc toujours dans leur imagination. Au passage, il donne l'emplacement de Vénus. Au sortir de la Lune, en tirant vers le Soleil, on trouve Vénus. Sur Vénus, je reprends le Saint-Denis. Vénus tourne sur elle-même et autour du Soleil comme la Lune. On découvre, avec les lunettes d'approche, que Vénus, aussi bien que la Lune, est tantôt en croissant, tantôt en décours, tantôt pleine selon les diverses situations où elle est à l'égard de la Terre. La Lune, selon toutes les apparences, est habitée. Pourquoi Vénus ne le sera-t-elle pas aussi ? Mais, interrompit la marquise, en disant toujours pourquoi non, vous m'allez mettre des habitants dans toutes les planètes ? N'en doutez pas, répliquai-je. Ce pourquoi non a une vertu qui peuplera tout. Nous voyons que toutes les planètes sont de la même nature, toutes des corps opaques qui ne reçoivent de la lumière que du soleil, qui se la renvoient les uns aux autres, et qui n'ont que les mêmes mouvements. Jusque-là, tout est égal. Cependant, il faudrait concevoir que ces grands corps auraient été faits pour n'être point habités, que ce serait là leur condition naturelle, et qu'il y aurait une exception justement en faveur de la Terre toute seule ? Qui voudra le croire ? Pour moi, je ne m'y puis pas résoudre. Je vous trouve, dit-elle, bien affermi dans votre opinion depuis quelques instants. Je viens de voir le moment que la Lune serait déserte et que vous ne vous en souciez pas beaucoup. Et présentement, si on osait vous dire que toutes les planètes ne sont pas aussi habitées que la Terre, je vois bien que vous vous mettriez en colère. Il est vrai, répondis-je, que dans le moment où vous venez de me surprendre, si vous m'eussiez contredit sur les habitants des planètes, non seulement je vous les aurais soutenus, mais je crois que je vous aurais dit comment ils étaient faits. Il y a des moments pour croire, et je ne les ai jamais si bien crus que dans celui-là. Présentement même que je suis un peu plus de sang-froid, je ne laisse pas de trouver qu'il serait bien étrange que la Terre fût aussi habitée qu'elle l'est, et que les autres planètes ne le fussent point du tout. Là, quand il nous dit sur Vénus, je reprends Saint-Denis, il nous dit que le raisonnement entre Paris et Saint-Denis, je vous le refais pas, qui était valable entre la Terre et la Lune, il est aussi valable entre la Terre et Vénus. Donc c'est une façon de nous dire que peu importe la planète finalement, si elle est similaire, il peut y avoir de la vie, que ce soit la Lune ou une autre planète. Donc il commence à nous donner des informations scientifiques sur Vénus. Il indique que Vénus tourne sur elle-même et autour du Soleil. Du coup, il y a des croissances, décroissances, des pleines Vénus, quand on trouve des pleines lunes. Donc il compare un peu la Terre et la Lune avec Vénus, pour en arriver à la conclusion que peut-être que Vénus est habitée. Là, vous voyez que la marquise réagit, elle lui demande s'il va lui mettre du monde sur toutes les planètes, et là le philosophe lui répond que oui, évidemment, si elles sont toutes pareilles, qu'elles tournent, qu'elles renvoient la lumière, alors on peut partir du principe qu'elles sont peut-être toutes habitées. Et au passage, il fait quand même comprendre que c'est ridicule de croire que leur nature n'est pas de porter la vie si elles sont pareilles que la Terre, qui porte la vie. Il dit aussi après que tout le monde est libre de croire ce qu'il veut ou pas, mais que lui en tout cas, il croit que c'est possible qu'il y ait des habitants sur
toutes les planètes. Là, la marquise, elle lui fait remarquer qu'il a l'air vraiment convaincu par le fait qu'il y ait de la vie sur les autres planètes. Oui, parce que précédemment, il y avait quand même une certaine passion dans sa manière de défendre son idée. Alors qu'il y a quelques minutes, on l'a vu dans une vidéo précédente, ça ne dérangeait pas plus que ça que la Lune soit peut-être déserte. Et là, effectivement, le philosophe reconnaît que là, sur le moment, il y croyait à fond, et il explique en fait qu'il n'est pas contre les croyances, mais que ça doit reposer sur des éléments scientifiques et sur de la logique, du raisonnement. Et il dit aussi que même maintenant qu'il a retrouvé son sang-froid, il continue d'y croire. Et là, quelque part, l'auteur continue de se couvrir en disant en prétendant que c'est la croyance du philosophe. Car ne croyez pas que nous voyons tout ce qui habite la Terre. Il y a autant d'espèces d'animaux invisibles que de visibles. Nous voyons depuis l'éléphant jusqu'au ciron, là finit notre vue. Mais au ciron commence une multitude infinie d'animaux dont il est l'éléphant et que nos yeux ne sauraient apercevoir sans secours. On a vu avec des lunettes de très petites gouttes d'eau de pluie ou de vinaigre ou d'autres liqueurs remplies de petits poissons ou de petits serpents que l'on n'aurait jamais soupçonné d'y habiter, et quelques philosophes croient que le goût qu'elles font sentir sont les piqûres que ces petits animaux font à la langue. Mêlez de certaines choses dans quelques-unes de ces liqueurs, ou exposez-les au soleil, ou laissez-les se corrompre, voilà aussitôt de nouvelles espèces de petits animaux. Donc là, il continue en fait sa théorie sur les possibles habitants d'autres planètes, et il explique que déjà sur Terre, alors on voit de l'éléphant jusqu'au ciron, le ciron c'est un genre de petit acarien, mais qu'en fait il y a plein d'êtres qu'on ne peut pas voir, qu'il y a plein d'autres petites choses vivantes qui sont plus petites que le ciron et qu'on peut voir avec le microscope, qui habitent dans des gouttes d'eau, du vinaigre, enfin plein de choses. Et ça, c'est leur petit monde à eux. Donc, ils nous expliquent qu'en fait, déjà, il y a une multitude de possibilités d'êtres différents, rien que sur Terre, et qu'en plus de ça, c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'existent pas. Il insiste également sur à quel point la nature a rempli de vie chaque recoin de la planète à un tel point qu'on n'arrive même pas à voir la moitié de ces formes de vie ni à les connaître. Et il met en avant l'absurdité que ce serait que la nature ait rempli notre planète donc de vie et qu'elle ait créé les autres complètement stériles. Et que donc il pourrait très bien y avoir des multitudes de formes de vie différentes sur les autres planètes.